Ta solution, c'est la fin de la Deuxième Guerre mondiale au Japon et c'est Hiroshima. Quand j'y pense, les gens me tremblent. J'ai été surpris des prix. Dubaï, c'est le diable en personne. C'est la ville des vices. C'est Las Vegas au milieu du Moyen-Orient. Ouais, ça devrait sauter. Tout ce que tu peux toucher peut se transformer en or un peu. Il fallait respecter un timing. Donc la stratégie, ça va être de atomiser. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis avec un invité de marque. Un invité. T'as toujours des invités. J'ai toujours des invités de marque, mais là, vraiment, ce soir, ça me fait vraiment plaisir de vous voir avec Philippe. Philippe, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir pris du temps aujourd'hui, parce que je sais que tu viens de loin et qu'en plus, avant, tu étais en conférence. Ouais. Donc voilà, on a eu le temps de discuter et tout. Il y a plein de petites choses que vous ne savez pas, mais qui étaient très intéressantes et qu'on va aborder dans ce podcast. Et pendant ce podcast, on va ajouter quelque chose aussi qui devrait vous plaire. On va faire du renseignement, mais on va aussi jouer. On va aussi jouer sur un jeu emblématique que vous connaissez, la bataille navale. Tu as certainement dû déjà y jouer. Oui, j'ai déjà joué à ça. Puis je me suis pris quelques secondes pour me rappeler quand même là, comment ça fonctionne. Ouais. Alors j'ai prévu de me faire fumer, je pense, à la bataille navale, mais ça, c'est pas grave, on va travailler tout ça. Pendant ce temps, moi j'ai plusieurs questions que j'aimerais te poser. La toute première, avant qu'on passe à l'ouverture du tableau des scores, c'est est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas? D'abord, je ne voudrais pas me définir par mon travail parce que des personnes m'ont dit récemment que c'est fatigant quand on dit « je fais ça, je suis ça ». Donc, non, on est autre chose aussi dans la vie. C'est vrai. Ce qui m'anime, ce qui me passionne, c'est pas du tout le monde des affaires, c'est l'histoire et la géographie. Mais tu vas comprendre qu'il y a un lien. L'histoire et la géographie, c'est découvrir les cultures, comment fonctionne le monde, les sociétés, comment ils interagissent. C'est de l'intérêt pour les pays, les nations. Bref, j'ai été militaire un certain temps, dans les années 80, 1980, pas 1800 comme dit mes filles. Comme j'ai de l'intérêt pour les cultures et le monde, les religions, l'histoire, la géographie. Donc ça m'a amené à travailler dans le renseignement dans les années 1990. Et puis après, détective privé. Mais je le présente comme ça parce que le fil conducteur, c'est ma passion pour l'histoire et la géographie. Puis ça m'a amené, de manière tout à fait inattendue, au monde des affaires aujourd'hui, puisque maintenant, c'est une agence d'enquête privée, détective privé, dédiée au monde corporatif, au monde des entreprises, à leurs problèmes, et puis à les traquer. C'est mon terrain de jeu, c'est la fraude, c'est la déloyauté, c'est le harcèlement, c'est les investisseurs problématiques, c'est les startups problématiques, tous les parcours inquiétants quand on rencontre quelqu'un en affaires. Puis ça, c'est mon terrain de jeu aujourd'hui, ce qui fait que j'ai une vraie passion pour la fraude et les fraudeurs, parce que sinon, je ne pourrais pas travailler. Il faut connaître l'adversité pour pouvoir la combattre et l'affronter. Puis je sais que tu es à 100% d'accord avec moi. Là-dessus, oui. Donc voilà, ce qui me définit, c'est ça. Ce parcours-là qui fait qu'aujourd'hui, depuis 10 ans, donc je suis cofondateur avec ma femme d'une agence en enquête investigation privée à Montréal, au Canada. Mais on travaille en cyber-enquête, donc et dans le monde entier. Pas de frontières, c'est ça. Ok, c'est une belle introduction. J'ai déjà plein d'idées sur ça. Ce que je te propose, c'est qu'on va ouvrir notre grille de jeu. Donc devant toi, tu as déjà des bateaux que tu as préparés. Et on va se faire cette bataille navale en même temps. On va essayer de ne pas tout de suite se faire déglinguer un bateau. Et pendant ce temps, j'ai une question pour toi. Tu me parlais tout à l'heure des entreprises que tu, on va dire, renseignes, accompagnes et tout ça dans leur stratégie. Est-ce que tu utilises des logiciels que tu as toi-même développés ou d'autres outils spécifiques qui existent sur le domaine et dont on peut éventuellement parler? Moi, j'accompagne personne. Je suis devenu allergique aux mots parce que tout le monde accompagne quelqu'un. Non, on ne fait pas ça dans la vie. On n'accompagne pas. On rend service, on règle des problème. Le business, c'est trouver des intérêts communs. Non, attends, tu as dit quelque chose qui était... quand je parlais des pays alliés... Les pays alliés, c'est trouver des intérêts chez chaque personne. Tu n'as pas de pays amis. Hein. Voilà, c'est ça. En apprenant le renseignement, tu n'as que des intérêts convergents à un certain moment de l'histoire. Donc, avec tout respect pour mes clients, je ne les accompagne pas. Ça ne m'intéresse pas de les accompagner. Mais on a une relation très forte puisque... Quand on intervient, c'est parce qu'il y a un problème majeur, des préoccupations, voire des angoisses. Parce qu'une entreprise qui fait appel à nous, c'est parce que l'inquiétude est forte. Puis quand c'est des PME, leur entreprise, c'est leur bébé. Puis il y a même, au-delà de l'argent, il y a beaucoup d'émotions qui sont mises dedans. Pour répondre quand même à ta question, parce que je ne l'ai pas oublié au passage, oui, depuis peu de temps, c'est vrai,
en dehors des outils OSINT, donc Open Source Intelligence manuelle à l'ancienne, mais depuis 1 an, on a 2 outils d'intelligence artificielle. Donc, il y en a un qui ne nous appartient pas, mais qu'on a fait développer par une start-up à Montréal pour les enquêtes de réputation négative. Et une autre qui est plus à nous, puisqu'on l'a fait faire par une petite équipe, qui va plus nous aider sur l'aspect réseaux sociaux. Je sais que tu connais à fond ce domaine-là. Bah, ça me passionne aussi. Pour te montrer la petite nuance, justement, c'est qu'on reste des enquêteurs. Donc, on s'intéresse aux entreprises, oui, mais surtout aux personnes, aux dirigeants. Puis on est dans l'analyse et le décryptage de ce qui est dit sur eux. Okay. Parce que toi, ce que j'ai appris en enquête de réputation numérique négative, ce qui était fascinant, c'est pas ce que les gens disent sur telle ou telle personne, mais c'est comment le média se comporte. Ah oui, ok. D'où il va chercher l'information, comment il l'a traitée, pourquoi il la diffuse, et le nombre incroyable d'articles miroirs. C'est-à-dire le même article est reproduit entre plusieurs médias. Donc on reste des enquêteurs, ce qui fait que quand on fait un rapport de réputation négative sur un entrepreneur, sur quelqu'un, des petites pépites qui arrivent à droite à gauche. Puis mon client est toujours gagnant. Parce que soit il y a des vrais problèmes, puis on va lui nommer, puis on va l'analyser, puis on va lui expliquer voilà ce qu'il en est, puis il prend sa décision. Soit il n'y a pas de problème. Mais s'il n'y a pas de problème, c'est riche d'informations aussi, parce que tout ce qu'on aura trouvé va être utile en négociation. Parce qu'on va lui dresser l'heure juste, non seulement sur réputation, mais sur les ressentis de cette personne-là, comment il fonctionne, c'est quoi ses centres d'intérêt, ses valeurs. Donc, une enquête de réputation négative, même si le résultat est positif, ça donne quand même de la bonne information. Moi, je te propose tout de suite un C2. Ben, il n'y a rien chez moi. Ah, bon. Donc, je vais mettre mon petit poléon. Hop. Écoute, moi, je vais y aller en plein milieu, parce qu'il faut bien que ça avance. Alors, F5. Non. Ben, tu vois, ton jeu, finalement, c'est en plein ça qu'on fait. Ça, non, mais en fait, avec la bataille navale, c'est un peu comme une guerre cybernétique ou une guerre cyber. C'est on place des pions au fur et à mesure dans un ensemble et des fois, ça va nous ramener des informations qui vont nous permettre d'avancer. Et dans l'autre cas, on va tout de suite toucher une cible qui va peut-être nous amener une réussite ou quelque chose. Et quand j'ai vu ce jeu, je me suis dit, ah, c'est parfait. T'as raison. Quand je t'ai dit F5, tu dis, ça me fatigue, il faut donner un coup de pied au milieu pour faire bouger les choses. Ben, dans les relations entre pays, guerre et paix, tu as parfois des traités de paix qui ont été négociés parce qu'un dirigeant s'est dit, il y en a marre des négociations qu'on finisse plus, je prends une décision forte, j'impose quelque chose, puis on verra ce qui se passe. Donc, ouais, ça se peut que dans le jeu, des idées nous viennent auxquelles on n'avait pas pensé au début. Sur une toute autre note, tu m'as dit que tu étais passionné de géopolitique et d'histoire. Histoire. Quelle est pour toi une des villes dans le monde qui a été un centre névralgique d'opération que tu as pu mener ou qui est très intéressante à travailler? Parce que la culture y est riche, parce qu'il y a plein d'informations, parce que les gens ne supposent pas qu'il se passe plein de choses intéressantes dans cette ville. Juste avant de répondre, ce que je te propose, c'est qu'on se fasse 2 coups chacun. Ok, d'accord. Moi, je proposerais un E4. Il n'y a rien chez moi. Ok. Moi, je continue sur la même lancée, ça va être F6, parce que je veux qu'il y ait quelque chose au milieu. Non, il n'y a rien. Toi qui le dis, ça... Il n'y a rien, et moi, je vais enchaîner avec un H7. Il n'y a absolument rien. C'est pas mon genre, ça. Non, non. Ben, il y a peu de temps, en avril, j'étais à Dubaï. Et les gens pensent que Dubaï, c'est seulement les apparences, le bling-bling, le moins d'impôts et tout ça. Moi, je te jure que c'est la ville la plus intéressante et la plus utile de la planète. Pour ton activité spécialement Pour tout. Pour okay. Pour la planète elle-même. Ok. Pensez bien. Dubaï, c'est au milieu du Moyen-Orient. Un endroit où ça pète de partout depuis toujours. Mais pas là-bas. En face, tu as l'Iran, tu as l'Irak, un peu là, tu as l'Arabie Saoudite en face. Ça pète jamais. Attentat, zéro. Il y a une raison à ça. C'est que depuis des décennies, les Émirats arabes unis, et en particulier Dubaï, ont été pragmatiques, même si les gens leur en veulent. Ils ont acheté la paix avec les groupes islamiques. C'est sûr qu'ils ont acheté la paix. Parce que normalement, Dubaï, c'est le diable en personne, tu comprends? C'est le pays c'est la ville des vices. C'est ça, c'est Las Vegas au milieu du Moyen-Orient. Ouais, ça devrait sauter. Non, ça saute pas. Il y a des ententes, puis c'est de la politique, réelle politique. Mais aussi,
Quand des Ukrainiens, des Russes, des Israéliens, des Palestiniens, des Arméniens, des Azéris veulent se parler, ils ont tous besoin de se parler. Tous les jours, Ukrainiens et Russes se parlent. Palestiniens et Israéliens se parlent tous les jours. Que c'est pas vrai qu'ils font que se taper dessus. Où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on peut faire ci? Est-ce qu'on peut faire ça? Il y a un endroit dans le monde où c'est possible. C'est Dubaï. C'est là-bas. Et cette ville rend service comme un hub de négociation. Un hub où les gens peuvent s'entendre pour une discussion et tolérer leur présence côte à côte. Et ça rend service. Parce que c'est pas vrai que les problèmes du monde, qu'ils soient financiers ou militaires ou n'importe quel ordre, peuvent se régler sans discuter. Ils se règlent toujours parce qu'on discute à un moment donné. Et il y a de l'argent aussi. L'argent aussi, oui. Mais l'argent est un moyen de discussion et de négociation. Même un moyen très neutre de négociation. Donc, légitime. Si ça marche, tant mieux. Mais cette ville a fait le choix, il y a plusieurs décennies, d'être réellement neutre. Pas dans le sens, pas d'avis, pas d'opinion, mais dans le sens, tout le monde peut venir ici discuter. Ça serait une sorte de plateforme, comme la Suisse, mais version... version plus. Version plus, ok. Version plus. Avec plus d'argent, plus de moyens, plus d'infrastructures aussi. Oui, puis surtout une volonté de l'être. Ok. Une volonté de jouer ce rôle-là. Je connais quelques places à Dubaï où on est stupéfait de voir dans le même restaurant des gens de tous les pays que j'ai nommés, y compris des diplomates. Parce que les ambassades sont à côté les unes des autres. Qui discutent des fois avec des contreparties... à 5-6 mètres. À 5-6 mètres, ouais. Bah, j'avais eu l'occasion de faire des restaurants assez sympas aussi. Et j'ai été frappé par le côté cosmopolitain que tu retrouves à Paris, mais version très gros business à Dubaï, dans des restos où y a une ambiance, il y a un climat qui te dit que tout ce que tu peux toucher peut se transformer en or un peu. Dans le sens où la personne que tu vas avoir à ta gauche ou à ta droite, elle a un business qui peut être simplement ouf, ou alors elle peut travailler pour une personne qui lui-même peut te proposer... oui. Et ça, c'était fascinant parce que je ne l'ai pas retrouvé ailleurs, même en Suisse, qui est quand même économiquement intéressant aussi. Oui. Mais Dubaï, ça m'avait quand même très surpris parce qu'en 5 jours, j'ai fait 1 an de business. En 5 jours là-bas. Moi, j'étais vraiment surpris. Tu as de la chance aussi parce que c'est vrai que ça se fait. Oui. Mais il faut tenir compte qu'à Dubaï, on peut te dire « reviens demain ». Le rendez-vous est reporté à après-demain. C'est vrai, ça c'est ce qu'on a fait. Et que tu te fais tester. Vous repartez quand en Europe? La semaine prochaine. C'est dommage. On voulait vous voir dans 3 semaines. Tu sais, c'est un test pour voir si tu es assez motivé et assez en moyens financiers pour retarder ton départ. Tu dis oui, ok, bon, venez demain. Donc, tu as absolument raison. Mais comme je parle des Émiratis en tout cas, comme ils sont très sollicités, ils ont aussi pris leurs habitudes de sélection. Et qui n'est pas forcément basée sur l'argent, mais sur la détermination de la personne en face. On va attaquer les questions un peu cyber aussi. Juste avant ça, je propose 5 salves. Oui, parce que là, la grille, qu'il ne se passait rien. Là. La grille est vide. Moi, j'ai commencé d'attaquer les milieux en ligne droite. Je propose désormais d'attaquer le côté avec H2. Non, il n'y a rien là. Bon, moi, j'en ai marre du milieu, donc je vais changer A5. Alors, en A5, non, on est à côté. F9. Non, il n'y a rien là. Dans la façon de jouer à la bataille navale, il y a 2 types de joueurs. Il y a ceux qui jouent sur la grille en haut, c'est le premier. Ah, je comprends. Voilà. Ouais. Et ceux qui jouent aussi avec la grille du bas, qui placent les coups comme ça, ils ont la même cartographie que toi. Je comprends. Et on peut faire de la prédiction. Ok, je vais te faire un aveu. T'as vu mon jeu? Non, de toute ma vie, j'ai jamais joué à un jeu, quel qu'il soit. Un jeu de société? Ouais, jamais. Ah ouais? Jamais. Mais comment ça se fait? J'aime pas ça. Ah mince! Non, mais tout est correct. Ma grand-mère m'a appris à jouer à la bataille. C'était le jeu le plus basique, la bataille. Avec les cartes, oui. Les cartes. Mais mon cerveau n'accepte pas le jeu, ni même la simulation. Ouais. J'ai appris à piloter un avion. Je n'ai pas fait la licence au complet. Je n'avais pas les moyens, évidemment. Mais j'ai pris des petits stages comme pilote d'un jour. N'y en pouvant pas aller jusqu'au bout, je me suis acheté des simulateurs pour mon ordinateur. Les meilleurs, en fait, simulateurs, les bonnes versions. Au bout de 10 minutes... Ça t'a gonflé? Oui. Ouais. Faut que je sois dans le réel. Ok, mais là, du coup, on ne peut pas faire plus réel. Continue. Je dirais G6. Non, il n'y a rien là. J5. À J5, non, malheureusement, il n'y a rien non plus. On peut peut-être enchaîner de mon côté sur un C7. Il n'y a rien là. Ah, je sens qu'il y a une petite goutte de sueur sur ton front qui s'est formée.
Si je réponds, c'est pire que tout. Ben oui, bien sûr. Bon. Puis je dis, non, pas du tout. Pourquoi tu dis ça? Comment tu l'as vu? C'est ça. Mais non. À l'autre bout, F. 10. F10, non. On parlait de Dubaï comme étant une ville aussi très intéressante économiquement et numériquement. C'est pour moi une des infrastructures au monde avec 2-3 autres villes qui se comptent sur les 5 doigts de la main, qui est vraiment en avance technologiquement sur le suivi, la récupération des datas et l'information à propos des personnes qui rentrent sur le territoire. J'avais conscientisé ça les 2-3 fois où je m'y suis déjà rendu, parce que de l'entrée de l'aéroport Absolument. jusqu'à, enfin même un petit peu avant que tu ailles à l'aéroport et que tu prends ton billet même, jusqu'à ce que tu sois sur le territoire sur place et qu'on te cherche, dans les 10 à 20 secondes, on peut trouver où tu te trouves. C'est ouf. Tu as absolument raison, c'est comme ça que ça marche. C'est des choix de société, et c'est vraiment des choix. Il n'y a pas d'élection à Dubaï, c'est d'accord, aux Émirats, mais il y en a quand même. Parce qu'il y a une douzaine d'années, ou plus 15 ans, j'étais allé à Dubaï pour faire de la formation à la sûreté aéroportuaire de Dubaï. Donc le nouvel aéroport qui était bâti là-bas. J'avais rencontré quelques familles émiraties, et j'étais avec un policier canadien qui connaissait les Premières Nations, donc les Indiens d'Amérique du Nord, les Premières Nations, Iroquois. Il regarde comment fonctionnent les Émiratis, puis il me dit, je comprends, c'est la même affaire. Et la volonté politique aux Émirats arabes unis, le processus démocratique, il est existant. Mettons que toi, tu aurais 25 ans, tu es un jeune Émirati. Il y a quelque chose qui te dérange dans la ville de Dubaï. Ce qui est possible. Ce qui est possible. Tu te dis, j'aime pas ça. Tu ne veux pas voter. Mais t'en parles à ton père. Le vendredi, quand il y a la réunion de famille. Ton père est convaincu, il dit, OK, mon fils, on va aller chez le chef de clan vendredi prochain. Tu convaincs le chef de clan de ton idée. Qui dit, OK, vous deux, vous avez raison. Vendredi prochain, on va au chef de tribu. Tu es rendu au niveau presque du roi. Le chef de tribu dit, intéressant votre idée tous les trois. Vendredi prochain, on va chez le souverain. Donc ça prend 4 semaines. Pour faire toutes les étapes. C'est ça. Pour qu'un citoyen émirati, authentiquement émirati, puisse accéder au souverain si son idée a convaincu 3 niveaux supérieurs qui commencent par le clan familial. Donc c'est une forme de démocratie qu'on n'est pas une au sens habituel du mot, mais c'est une forme de gouvernement par la base quand même. Et pourquoi je te parle de ça? Parce que au départ, le principe de base a été la fin justifie les moyens en matière de sécurité. Comme la fin justifie les moyens pour que tout le pays soit safe, y compris de parler avec tous les pays existants et d'accepter qu'il y ait de l'argent qui circule. Ce qu'on veut, ultimement, c'est que le pays soit sécuritaire et qu'on rende service au reste du monde en l'étant sécuritaire, parce que ça permet aux gens de venir se parler et se rencontrer. Tu sais qu'à Dubaï, Russes et Ukrainiens s'entendent très bien. Cohabitation. Parce que les deux fuient le problème et se retrouvent dans les mêmes tours. Ouais, forcément. Ça aide en général. C'est ça. Je te propose de mon côté de tirer sur un F6. Il n'y a rien là. Absolument aucune émotion en plus. F1. Non. Écoute, moi je tire à répétition parce que j'ai décidé ça. Donc A1. Ok, ben on va tirer à répétition. Il n'y a toujours rien. Je vais en tirer un autre aussi. On va dire de mon côté C10. Il y a quelque chose. Ah. C'est ça. Quelque chose. Ça apprend quelque chose. C'est que, OK, je vais te parler des lois. Je suis détective privé, puis je viens de penser à la transgression des lois. Puis je vais te dire, tu sais, tu avais dit au début, là, quel sujet on aborde, quel sujet on n'aborde pas. Je pense qu'il y a des sujets même légaux, chauds, qu'on peut aborder directement. Alors, parce que c'est ça. Tu vas voir le risque que je prends là. 80% de mes clients particuliers, donc je ne parle pas des entreprises, mais de mes particuliers, me posent un problème. Okay. Parce que quand ils viennent me voir, j'ai été victime d'une fraude crypto. Aidez-moi. Bon, j'ai mon équipe de crypto-enquêteurs. Je regarde le dossier avec la personne. Je dis, OK, mais là, oui, d'accord, c'était une fraude classique, là, donc pump and dump, Logan Paul. Habitude. Avez-vous pu le revendre quand même avant que ça s'effondre? Ah oui. 1 ou 2 heures après. OK. Combien de fois? J'ai pu le faire 3-4 fois. Vous avez gagné beaucoup? Ben oui. Et là, c'est quoi votre problème, là? Ben finalement, tout est tombé. Ah ouais, non, mais non. Donc, je lui dis, OK, là, vous venez de hurler à la fraude parce que vous avez tout perdu. Quand vous avez gagné la semaine dernière... Oui, vous avez rien dit. Vous savez que c'est une fraude.
Bah non, parce que j'ai rien perdu. Donc la notion de fraude, elle n'est pas relative à la loi. Elle est relative à la personne qui l'a en face. Si tu gagnes ou si tu perds. Et tu vois ça beaucoup quand on a à mener des enquêtes de fraude. La première chose à faire, c'est à qualifier est-ce que fraude il y a ou est-ce que c'est de la déception. Dans la tête de la personne que vous interviewez. Parce qu'en fait, le principe, c'est que quand tu perds de l'argent, tu te dis oh, j'ai été fraudé. Non, tu as juste perdu de l'argent. Puis c'était une banque, tu dirais pas elle m'a fraudé. Tu dirais l'action a baissé, puis ça aurait pas dû. Mais quand tu fais par toi-même, puis que ça se passe pas comme tu veux, tu hurles à la fraude. Mais souvent, il faut vérifier. Est-ce qu'il y a une fraude ou simplement c'est les règles du jeu. Puis là, quand je t'ai dit je vais jouer 2 fois de suite, parce que ce que font les enfants, les êtres humains, les enfants, quand ils se réunissent pour jouer, la première chose qu'ils décident, c'est il faut des règles. Un cadre. Un cadre, des règles. Même dans le carré de sable, il y a un leader ou un groupe qui dit on va mettre des règles. Donc moi, je crois qu'il faut respecter les lois, puis je le dis sincèrement, parce que les lois, c'est la règle du jeu. Puis j'ai été puni parce que j'ai transgressé. Je dis moi, je joue 2 fois, je m'en fous. Et le coup d'après, tu m'as touché. C'est un signe de destin. Tu as été puni. C'est un signe de destin. Donc oui, il faut respecter les lois. C'est d'accord. Mais respecter les lois n'est aucunement une garantie que la personne est honnête. Aucunement. Ah oui, j'ai compris. Il y a des pédocriminels qui payent leurs impôts à chaque sou près. Il y a des mafieux qui roulent à 100 km/h sur l'autoroute, même pas à 101. Ils ne veulent pas transgresser. D'ailleurs, comme ça qu'on les reconnaît. À Montréal, les Porsche qui roulent à 100 km/h sur l'autoroute, on se dit pourquoi? Ben oui, il y a une raison, c'est qu'ils veulent être nickel devant les forces policières. Et je crois que le respect des lois ne donne aucune indication. Je connais des fraudeurs qui sont des anges dans leurs relations humaines, mais c'est sûr qu'ils ont fraudé du monde, donc on va les coincer, tout en étant conscient que ces personnes-là ne sont pas méchantes, dans le sens moral du mot, mais sont des transgresseurs. Ils sont nuisibles au système, donc doivent être combattus, parce qu'ils ne respectent pas les règles du jeu. Mais ça ne qualifie pas la personne de méchante, mauvaise, gentille, pas gentille. Et j'ai des clients qui respectent totalement les lois, parce qu'ils sont obligés, mais le cœur n'y est pas. Et ces personnes peuvent être dégueulasses. Mais du coup, ça signifie aussi que où se place le curseur sur quelqu'un qui, par exemple, par le passé, a transgressé, et dans l'avenir, tente de se racheter, enfin pas de se racheter, mais d'avoir conscientisé le fait qu'il avait eu des choses qui étaient pas totalement géniales. Trouve le mot. Pas facile à trouver, hein? Et je cherche le terme. C'est pas facile à trouver. Quelqu'un qui a transgressé les lois, comment on peut le qualifier? Une fois ou plus tard? Même plus tard, il transgresse les lois, point. Donc il doit être puni, point. Mais je ne porte pas de jugement sur la personne morale. Ouais, je vois. C'est totalement distinct. Et puis c'est sain. Enfin, de penser comme ça, c'est beaucoup plus sain que de se dire, bon, bah, cette personne a fait ça à tel moment, elle doit être punie, et elle a fait ça il y a 10 ans, bah, pour moi, en tout cas selon moi, elle devrait quand même être punie, mais peut-être avec une pondération, parce que il y a eu le temps qui a fait le reste, et des fois, tu as des personnes qui, entre-temps, se sont, c'est le côté religieux, on va dire, mais repentis, tu vois. Ça se peut, oui. C'est possible, mais quand on fait les enquêtes de réputation numérique négative sur un investisseur, puis j'ai eu le cas, je l'ai nommé à plusieurs reprises parce que c'est un cas qui me tient à cœur. Donc, la situation est la suivante. Il y avait un trio pour racheter une entreprise. Une banque canadienne. Les banques canadiennes sont réputées... Ça sent le délit d'initié, là, non? Non. Les banques canadiennes sont très conservatrices, très prudentes et bien organisées. Mon client, qui est le 2e investisseur, il y a un 3e qui s'ajoute, mais ce 3e a un lourd passé criminel. Il a tué personne, là. Mais il a été collaborateur d'un des plus grands groupes mafieux d'Amérique du Nord. Donc, c'est médiatisé, la télévision, les radios en ont parlé. Mais c'était il y a 15 ans. Parfait exemple. La banque dit, on refuse de s'associer à ce deal à cause de la présence de monsieur. C'est un tort à notre réputation d'institution financière de mettre de l'argent en affaires avec vous deux, parce que lui, c'est un ancien criminel. Mon client me dit, peux-tu faire une enquête approfondie, négative? Ça veut dire quoi, du coup, approfondie, au final? Approfondie, ça allait au-delà des coupures de journaux, des avis médias, aller plus sur les médias sociaux, communiquer avec des anciens policiers, communiquer avec le milieu du crime organisé. Donc, un travail d'enquête. Donc, c'est toujours la réputation, mais avec des sources
plus approfondie, justement, qu'une enquête numérique ou web. Puis je présente mon rapport, qui a été soumis à la banque. Qu'est-ce que disait le rapport? Le rapport disait absolument, ce monsieur-là a un lourd passé criminel. Il a fait un peu de prison, mais si vous raisonnez froidement, c'est le meilleur partenaire que vous puissiez trouver. Pour deux raisons. Les relations? Parce que la police le surveille tellement qu'il ne va rien transgresser jamais. Et ses anciens collègues du crime organisé le surveillent tellement aussi, pour pas qu'il parle, que s'il y a une personne à Montréal qui marche droit dans la rue, c'est lui. OK. Depuis cette action? Depuis cette action. D'accord. Et la banque a compris le message, il l'a trouvé rationnel. La banque a un deuxième problème. Si les médias apprennent qu'on est présent dans un deal avec lui, la banque est un peu gênée. Ça, c'est la réputation. La réputation. De la banque. Donc, il y a un moyen juridique qui a été trouvé pour que la personne soit actionnaire le plus discrètement possible. Mais moi, ce qui m'a fait plaisir, pour ça que j'en parle, en fait, cette anecdote-là, je les répète souvent parce que j'en suis très fier. Donc, des fois, c'est un peu répétitif, mes affaires. Ouais. Mais ce qui était intéressant pour moi, c'est d'avoir contribué à un raisonnement froid, efficace, sans jugement moral. La banque n'a pas à se préoccuper si ce monsieur est fréquentable ou non pour aller boire un verre. Est-ce que c'est un bon partenaire d'affaires, oui ou non? OK. Nous, on conclut que oui, puis voilà pourquoi. Puis preuve et témoignage à l'appui. OK. Et ensuite, ils font leur travail de on investit via une autre société. Oui, c'est ça. C'est ça. Je te propose, vu qu'on a avancé là-dessus, de faire 5 coups d'affilée par personne. Comme ça va corser le jeu un petit peu. Et quand on peut trouver un bateau, comme j'ai pu le faire, on peut dézinguer. Comme ça, à tout c'est ça. Donc, et puis ça avancera aussi un peu plus vite. Donc je vais te proposer 5 coups. Le premier, c'est D10. Il n'y a rien là. Le deuxième, c'est B10. Ah ben oui. Troisième, A10. Et c'est normalement touché coulé. On doit de ça. Ouais. Je sais pourquoi j'aime pas jouer. Je veux pas réfléchir à du fictif. C'est fou, hein? Tu sais quoi? T'as qu'à imaginer qu'en bas, j'ai ma voiture. Non, j'imagine. Si j'imagine, ça marche plus. À 2? Non. À 3? Non. À 4? Et ce qui est dur là-dedans, c'est qu'il faut vraiment rien dire. Je te laisse avoir 2 coups de plus. À 6? Non plus. À 7? Non plus. Parfait. Je suis content pareil, moi. S'il y avait le porte-avions qui était là-haut, il aurait ramassé. Hein. J'imagine. On parlait hier dans la présentation que tu as fait que c'est dans le métier, en fait, on peut qualifier d'enquêteur, agent, ou comment tu veux qu'on le qualifie? En renseignement? C'est détective. Tu veux que j'aille chercher ma plaque? Je l'ai sur moi, je crois. Tu l'as? Je crois que je l'ai sur moi. Voilà. Wow. Vraiment, donc, ça ressemble à ça. Puis, ça ne donne aucun pouvoir. C'est juste une preuve. Ah, que tu es détective. Que je suis détective privé, que j'ai donc suivi la formation pour le faire. Okay. Et que ça, en fait, ça me permet de justifier une entrevue, un interrogatoire, une présence. Mais ça ne donne aucun pouvoir. Je suis civil. Mais personne ne le sait. Si je fais une entrevue dans une enquête de harcèlement, j'y vais à visage découvert. Ouais. Okay. Je suis enquêteur, puis ça rassure la personne que j'ai une politique de confidentialité qui est plus qu'une politique. Juste le lever pour voir le poids. Qui permet que les gens aient confiance que c'est fait professionnellement. Puis j'avoue que si je fais une filature dans la rue ou si j'ai un petit problème de circulation, que la police est après moi, me dit ça peut aider à ce qu'ils m'avertissent ou de me mettre un ticket. Okay. Mais c'est le seul usage qu'on en fait. Okay, ouais. Mais ça permet de s'authentifier pour avoir une discussion donc professionnelle avec quelqu'un en entrevue ou en interrogatoire. Je te montrais ça pour dire que la profession, c'est détective privé pour le grand public, mais pour le gouvernement, c'est enquêteur. C'est écrit en gros enquêteur privé. Donc sur le terme enquêteur, tu présentais hier que par exemple, tu rentrais dans des bâtiments et tu pouvais récupérer de l'information juste en te baladant sans devoir passer des portes de sécurité, sans devoir contourner des gardes, juste en rentrant dans un bâtiment comme ça. Est-ce qu'on peut avoir un exemple différent peut-être de celui d'hier qui t'est arrivé encore un peu plus récemment? Hier, pour ma conférence, j'ai voulu donner du vrai. Ok. Donc, c'était la première fois que je le faisais. Avec ChatGPT 4. Ok, sans filet, ok. Ouais. Tu dis, il faut que je montre que ça marche. Et comme, tu as vu, j'aime pas jouer. Donc, plutôt que de simuler... Notez bien, si vous l'interviewez, pas de jeu. Et je voulais prendre d'autres jeux, hein, donc...
Donc, je me suis dit, ben, je vais le faire pour vrai. Donc, je me suis promené dans une université avec simplement mon téléphone et ChatGPT 4 à $20 ordinaire là, que tout le monde a. Mais j'ai constaté que ça fonctionnait comme un agent de renseignement en 4 étapes. Collecter, traiter, analyser, transmettre. Dans les années 90, quand moi je l'étais, c'est comme ça que je travaille. Je collecte, je traite, c'est validé. Est-ce que c'est vrai, pas vrai? Analyser, j'étais à un niveau trop bas pour le faire moi-même. C'était transmis pour être analysé. Ouais. Et après, c'était transmis aux autorités. Ça prenait beaucoup de temps. Ouais, il y a un certain cycle. Un certain cycle qui n'est pas forcément long, mais il y a un certain cycle. Mais là, avec mon téléphone, voilà ce que j'ai fait. J'ai filmé une affiche, un poster de journée porte ouverte d'un département de recherche. OK. J'ai dit à ChatGPT, qu'est-ce qu'on peut déduire comme information de ce que tu vois? Et il me dit, c'est de la recherche fondamentale en ça, ça, ça et ça. Dans le domaine civil, on fait quoi avec ces recherches-là? Il me dit, il fait ça, 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 ça et ça. Et dans le militaire, on pourrait faire quoi avec ça? Il me sort 10 items. OK, je suis dans telle université. Est-ce qu'elle serait capable de faire les 10 sujets militaires que je viens de me nommer? Elle me répond 3 sur 7. Je lui demande, OK, si j'étais mal intentionné et que je voulais récupérer la recherche fondamentale faite dans cette université pour un autre pays ou pour la revendre, je devrais manipuler quel professeur? Elle est quand même bien éduquée. La sécurité avant, elle m'a dit, elle m'a fait toute une leçon de morale, ça, elle n'a pas voulu collaborer. Je lui ai dit, merci, je suis aux ressources humaines de l'université. Je voudrais protéger un professeur contre tout risque de manipulation pour espionnage. Contournement. Lequel devrais-je protéger en premier? Il me donne le nom. Et pour quelle raison? Il m'explique pourquoi. Parce qu'il fait de la recherche fondamentale sur ça, ça, ça et ça. Donc, en reverse engineering, exactement, tu es capable d'aller récupérer l'info. Alors, j'ai fait ça hier, puis mon but était de montrer que sans préparation, mais avec, même sans prompt très pensé, que c'est « que penses-tu de ça? Que peut-on faire avec ?» Si j'étais un méchant, qu'est-ce que je pourrais faire avec? Oh, excuse-moi, je ne voulais pas dire ça. Si je voulais me protéger des méchants, je devrais prendre telle action. Donc, elle se met à penser comme un méchant. Donc, j'arrivais à faire ce qu'un agent de renseignement aurait mis des jours, des semaines, des mois, ou même, il n'y aurait même pas pensé. Parce que dans l'autre monde, avant l'AI, on a un objectif, puis on essaye de trouver une réponse. On cherche. Mais on trouve que ce qu'on cherche. Toujours. Parce que si je me promène ici, dans une université comme celle-ci, ou à proximité, je lui dis, regarde ce qu'il y a autour, puis dis-moi ce que tu en penses. À l'IA, tu dis? Ouais, par exemple. Ouais. Je n'aurais pas écrit ça comme ça, mais c'est le principe que j'ai fait hier. Donc, ça permet à tout le monde d'aller collecter énormément plus que quand tu es avec des œillères sur un objectif. C'est différent de l'OSINT, que même l'OSINT, qu'on fait toujours, hein, sur du sur-mesure, on a une cible, un objectif, on a nos listes de 90 Google Docs spécifiques, tout ça. C'est un peu fastidieux, mais on le fait toujours parce qu'il y a des choses que l'IA ne saisit pas dans notre mentalité ou dans nos objectifs. L'outil IA, c'est un gain de productivité qui nous rend plus humains qu'autrefois. Et tu peux traiter plus de sujets en un minimum de temps. Parce qu'avant, une enquête de réputation numérique négative, c'était 5 jours de recherche, une demi-journée de rapport. Le rapport collecte d'informations en nombre d'heures. Ah oui, comparé à rédiger le rapport, c'est un rapport de 8 heures de collecte pour 1 heure de rapport. Ce qui est absurde. Parce que mon talent, si j'en ai, mais on va prendre cette hypothèse-là, mon talent, ma capacité n'est pas dans la collecter, c'est dans analyser, interpréter, conseiller. Donc, je préfère maintenant, avec mon IA, deux IA, qui nous donne le résultat en 7 minutes, 10 minutes, et qui me laisse une journée pour faire un rapport de bien meilleure qualité qu'avant, même plus humain qu'avant, grâce aux gains de productivité que j'ai pu obtenir. Donc, je ne suis pas du tout aligné avec les gens qui hurlent contre l'IA qui nous rendrait moins humains ou nous ferait perdre des compétences ou nous remplacerait. Tant que ça agit comme un outil. Bien sûr, un outil qui nous permet d'être plus artisan, même qu'on ne l'a jamais été. On arrive à une période où, à chaque tir, ça fait une croix. C'est-à-dire que quand, par exemple, je te dis C5, oui, je comprends. Sur le côté droit, tu en ajoutes un, sur le côté gauche, tu en ajoutes un, au-dessus, tu en ajoutes un, et en dessous, tu en ajoutes un. Tu m'as dit C5, là?
Oui, par exemple, si je te dis C5, Tu me le dis ou tu me le dis pas? je te dis C5. Bref, t'as raison. Je te dis C5 et Ok. Donc, le C5, effectivement, fait un problème. Puis, la croix, c'est une croix... c'est comme ça, comme ça. Un de Exactement. chaque côté, en haut, en bas, à droite, à gauche. Et mon deuxième coup, comme ça, en étoile, sera cette fois en F5. Ah ouais. Ben, F5, il n'y a rien, mais par contre, tu viens de couler un autre bateau. C5. Alors, tu me touches pas en C5, mais tu me touches en D5. Et là, il y a toutes les personnes à bord du navire qui sont en train de pleurer et qui commencent à sombrer gentiment. Tu vas toucher un autre? Non. Non, non, qui attendent justement ton Ah. deuxième coup. Ok. C8. C'est touché en C9. Moi, je vais dire I4. Normalement, je touche en J4. Ah ouais. Et puis, ben, mon deuxième tir sera en J6. Il n'y a rien là. Ce qu'il faut imaginer, pour ceux qui nous regardent, c'est que c'est assez compliqué de mener l'interview Je suis bien d'accord. tout en tirant sur des navires... Parce qu'il faut que je pense à ce que je dis. Il faut que je gère les couleurs qui se mélangent totalement au bas, partout. C'est ça. Je crois que tu vas me fumer aussi, là. Je joue là? Ah là, c'est à toi, ouais. F8. Et c'est touché en F9. H9. C'est touché en G9. Très intéressant, cette configuration. En tout cas, moi, ça m'apprend qu'effectivement, je ne fais qu'une chose à la fois, pour vrai. Ah d'ailleurs, est-ce que les dames ont raison là-dessus? Est-ce que dans une opération, ça peut être un problème? On est capable de gérer plusieurs choses en même temps. Mhm. Dans mon cas, je suis focus 100%, mais ce focus inclut tout le reste. Ok. Donc, ça revient au même. C'est comme tu l'as appris souvent, les gens disent « ouais, il faut sortir de sa zone de confort ». Ben, maintenant, on corrige, on dit « non, il faut l'élargir ». C'est plus efficace que d'en sortir. Dans le mot opération, qui est le mot juste, hein, parce que c'est de l'action, donc c'est de l'opération. Dans l'eau de vie, là, au XXe siècle, en service de renseignement, je dis au XXe siècle parce que c'était effectivement il y a très longtemps, en infiltration, il ne s'agit pas de jouer un rôle, il s'agit de l'incarner, ce qui est beaucoup plus fort. Un acteur de théâtre ou de cinéma, il le joue quelques heures par jour, puis après il est normal. En infiltration, tu l'incarnes totalement. C'est-à-dire que ta manière de regarder, de marcher, ta manière de serrer la main, ta manière de manger, tout ton être Doit être une nouvelle personne. une nouvelle personne. Et en même temps, tu restes au travail, tu es fonctionnaire d'un service public, donc tu restes professionnel, donc agent de renseignement. En même temps, tu es le personnage que tu incarnes, et en même temps, tu es aussi toi-même. Alors l'illustration que j'ai, c'est pas la meilleure, Ouais. il est clair, mais elle est très représentative et elle surprendra. Mais c'est comme les actrices de films un peu érotiques. Elles sont des actrices dans une scène ou des séquences, mais à côté, ce sont des personnes qui font un métier. Et les gens ont du mal. J'avais jamais pensé à celle-là. Ouais. Moi, je le sais parce que j'ai déjà eu Ah ouais? l'occasion de travailler avec des actrices Ouais. comme ça. Elles incarnent aussi un rôle dans un espace. Et c'est un peu la même chose. Sauf que là, c'est... C'est du 24 heures sur 24. c'est du 24 Parce heures que sur 24. les professionnels dont tu parles, C'est pas du 24 heures sur non, 24. non, il y a des limites au corps humain. Des limites organiques. Oui, c'est ça. Mais cette difficulté de vivre 3 personnes en même temps, tu comprends qu'elle est finalement beaucoup plus considérable que d'effectuer 3 tâches simultanées. Et le paradoxe, c'est que je suis pas bon pour faire des tâches simultanées, mais que, oui, je suis capable de me comporter en incarnant un personnage, tout en étant au travail, tout en restant moi-même aussi. Mais parfois, c'est difficile parce que je me souviens de quelque chose comme quoi les détails, c'est fou. Hein. J'aime la musique soul et le rhythm and blues. Ok. Ah, très bon choix. Et je suis un fan fini de James Brown. Mais à fond, je connais le nom de tous ces musiciens, à fond. Mais tu comprends qu'au Moyen-Orient, dans des pays en guerre civile ou très religieux, tu n'écoutes pas du James Brown. Bah non. Mais ça me manque. Mais je l'avais en tête, mais je peux pas faire de pas de danse. Tu peux pas la même. Non, c'est ça, c'est ça. Non. Donc, oui, c'est quelque chose de tout à fait hors norme, je le crois. Puis je me suis rendu compte après que c'était totalement hors norme parce que j'ai souvent vécu comme ça et je me rendais pas compte à quel point c'était hors norme. Et comment tu arrives à incarner un rôle, une personnalité complètement peut-être écartée de la personne que tu es traditionnellement, tout en gardant le focus sur le moindre de tes faits et gestes, sans que tu sois perturbé ou que tu aies une réaction spontanée qui serait liée à ta propre personnalité? Ça s'appelle le travail.
Et chacun a sa méthode, mais moi, je m'auto-surveille en permanence dans ces situations-là. J'imagine une petite caméra en haut de la pièce et je me scanne et je me surveille en permanence et je dois anticiper. Ah, c'est l'anticipation. Je dois anticiper. Je sais que je suis foutu si je me dis « et maintenant, qu'est-ce que je fais ?» Il faut que je sois toujours prêt à voir d'avance. Mais tout cet aspect de ma vie remonte à de nombreuses années, là, comme je te le disais. Donc, aujourd'hui, je fais totalement autre chose, mais c'est vrai que si tu prends, c'est moins de 10 ans, c'est 6 ans dans le renseignement extérieur, et là-dedans, il y a 30 secondes de gloire, seulement, pour moi. Ah, j'ai déjà entendu ça, oui. Ma propre évaluation. Mais elles m'ont marqué, elles me suffisent presque, parce que je partais de rien, là. Tu sais, tu dis que tu as été militaire, je l'ai été aussi, mais moi, dans un régiment standard. Très bon régiment, le 13e régiment du génie est un très bon régiment. Armée de terre. Oui, mais c'est pas les troupes d'élite, mais ils sont bons quand même, surtout, il faut le dire. Mais puis j'aurais évolué lentement, là, très, très lentement. Je n'étais même pas officier, là. Puis il y a eu une fenêtre d'opportunité qui m'a permis, à un moment donné de ma vie, de ressentir ce trip de « je m'accomplis ». Et ça, c'est fort. C'est fort. C'est fort parce que quand tu l'obtiens dans ta vie, ça arrive souvent à des moments, pas où tu t'y attends le moins, mais où tu te dis, pendant longtemps, j'ai été dans la recherche de mon identité personnelle, de mon développement, et ça n'a jamais abouti. Et du jour au lendemain, tu fais une action, et là, exactement. Il y a une étincelle qui fait dire... Exactement. Et la zone de génie là-dedans, elle est tellement puissante qu'elle part du bas de la colonne vertébrale. J'en place ça. Je vois bien. C'est comme quand tu écoutes du rhythm and blues, puis que la ligne de cuivre, la ligne de basse te rejoint. Et même si c'est des tout petits épisodes de vie qui remontent à longtemps, ça m'a donné la confiance, l'énergie, la conviction d'une certaine capacité. Et après, dans le domaine des enquêtes privées, ce que je fais aujourd'hui, donc, tu sais, même la cyber-enquête sur investisseurs. Quand je rends mon rapport, je me commets, je signe, je m'engage, j'interprète, j'analyse. Je ne laisse pas l'IA et mes outils tout faire toute seule. Je fais mon rapport. Et heureusement, parce que sinon, ce serait des bombes nucléaires sur certaines personnes. Ah bah ouais. Donc, il faut qu'il y ait un humain, comme nous, les gens de mon équipe. Quand je signe, avec mon permis, avec mon nom, avec ce que je peux avoir comme réputation, je m'engage en toute confiance et en toute connaissance. Puis je remets mon rapport au mieux de mes connaissances. Je le fais avec fierté. Puis les gens disent ça, mais c'est vrai, je ne le fais pas pour l'argent. Parce que je sais que mes tarifs sont trop bas. On me le reproche tout le temps. Sans parler de tarifs ou quoi que ce soit, c'est vrai que j'ai eu l'occasion d'en entendre parler dans le domaine. Ouais. Je ne sais pas les tiens exactement, mais j'ai été surpris des prix, en fait. C'est ça. Peut-être quelque chose à revoir, mais le sentiment d'accomplissement, je le prends maintenant parce que je m'engage. Hors de tout doute, voici le résultat. Et ça, je peux le faire avec mon client les yeux dans les yeux, avec certitude et conviction. Preuve. Preuve, parce qu'à d'autres moments de ma vie, je me suis fait des petites preuves à moi-même. Puis ça m'a permis de me sentir autorisé à être affirmatif devant quelqu'un. Quand je fais maintenant enquête de réputation, ou enquête de fraude, enquête de harcèlement, ou enquête sur des gens d'affaires, je me dis, non, j'assume ça. Je suis content de le faire. Et quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, j'agis au mieux de mes connaissances. Puis je n'ai pas forcé la note. Ce qui veut dire que pendant peut-être longtemps, je suppose, tu as manqué dans ton travail, il te manquait cette partie de quelque chose de plus concret que ce que tu avais avant? En fait, quand j'étais militaire, c'était concret, mais c'était en Allemagne, manœuvre ordinaire. C'était concret, mais pas hyper passionnant. Ouais. Dans le renseignement, oui, j'ai le sentiment d'accomplissement très, 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 très fort. Et c'est le souvenir de ça qui me permet aujourd'hui d'être affirmatif. Okay. Jamais manqué de mission dans ma vie. J'aime ça, servir. Que ce soit dans le monde des affaires ou le drapeau. Je ne pleure jamais. Welcome. Sauf pour les hymnes nationaux. Ah, pas welcome du coup, mais... Ça, il y en a 2 ou 3 qui déclenchent une émotion, parce que je vois toute l'histoire du pays qui défile, y compris le mien, y compris mon pays d'aujourd'hui, le Canada. Donc, c'est ça. Donc, il y a cette volonté de servir, ça peut paraître caricaturale ou démodée ou dépassée, mais elle est toujours là. Mais quand je rends mes rapports, cette histoire de vie me permet d'avoir cette confiance, d'avoir donné le meilleur, puis d'avoir bien agi. Voici le rapport que je vous livre, cette fois-ci dans le monde des affaires. On arrive à la phase 4.
la phase 4 de la bataille navale. Ah oui, une bataille navale. Hein. Et oui, parce qu'en fait, en arrière-plan, il y a toujours la bataille. On va tirer chacun notre tour. À chaque fois qu'on tire, c'est un bateau complet qui tombe. S'il y a un tir ok, d'accord, je comprends. sur le bateau. On l'achève. Le J3, ouais, mais ça saute. Bah, du coup, ça saute au complet. Ça saute au complet. E9. C'est coulé. Ok. Alors là, c'est à moi. Je dirais H5. Il n'y a rien là. Ah, il y avait un tout petit trou sur ma grille. Je me suis dit, peut-être qu'il a mis le bateau à 2 ici. À toi. Bah, je vais aller ailleurs. F3. F3, non. H3. Non. Parfait. C3. Bah, comme le C3. Non, ouais, bah, c'est pété. Okay. Ça va de B3 à D3. Ah, c'est la remontada là. Pour 2 coups, F2. Bah, il n'y a rien là. Ok. E8. Il n'y a rien non plus. H5. Non. Ah, H7. Non plus. Voilà. Je reprends 2 aussi. I9. Il n'y a rien là. B8. Non, il n'y a rien là non plus. Donc, voilà l'enseignement là. Est-ce que quand on place nos affaires au début du jeu, est-ce qu'une stratégie longuement mûrie est tellement différente de les mettre n'importe où? Alors, une vraie question, moi, que j'avais déjà vu faire, c'est de faire une stratégie en Z ou en L, où ils ne se touchent pas, mais il y a 2-3 cases qui viennent au milieu, en fait. Pourquoi? Parce que, en général, quand les gens jouent à la bataille navale et qu'ils voient les pions se positionner, ils ont tendance à tirer là où il y a des grandes zones de vide pour forcément cartographier, mais ensuite ils tirent plus entre les petits traits. Quand tu fais des enquêtes, tu fais des enquêtes de réputation aussi, ou des veilles, ou des surveillances de réputation, n'est-ce pas? Puis je te parle de ça, que c'est la suite de ta réponse. Moi, de titre perso, je suis aussi passionné par l'OSINT. J'en ai déjà eu l'occasion d'en faire. Oui, ça paraît. C'est ça. Quand on dit, en général, les gens pensent comme ça. Est-ce que ça te dérange ou pas, les raisonnements bâtis sur ça? Parce que la stratégie que tu m'as dit là, ça part du principe que tout joueur a une volonté stratégique. Moi, j'en ai aucune. Ça part du principe que tout joueur réfléchit avant de poser ses affaires au départ. Tu sais, quand on te dit prends le métro, prends la sortie la plus proche, mais tu ne sais pas si la sortie est en avant, en arrière du train. Les gens font des calculs de probabilité. Et en fait, la seule chose à faire, c'est aller n'importe où, puisque tu n'en sais rien. Donc, tu ne peux pas calculer autrement. Donc, jusqu'à quel point il faut stratégier dans la vie? C'est dans l'entrepreneuriat, dans plein d'affaires comme ça. Si tu planifies pas, quand tu veux mener des actions, que tu veux avancer, ta probabilité, si on avait une échelle de temps versus chance de réussite, ta probabilité dans le temps, elle descend. Oui. Parce que tu mets moins de chances de ton côté si tu n'as pas de planification que si tu prends le temps d'aller analyser chaque étape. Planification, c'est une chose. Ouais. C'est bien correct. Moi, je te parle vraiment de stratégie. Là, Ah, si par exemple, tu te fais du business avec 7 personnes plutôt que 7 personnes? Les gens qui font des analyses de marché, puis je vais être très tendancieux à n'en plus finir. Ouais. Qu'en penses-tu de tout ça là? Non. Moi, je continue pas. Je fais une pré-étude et je vais tester en MVP. C'est-à-dire que je fais mon formulaire, j'envoie, je regarde si j'ai des premiers clients. Si j'ai quelques clients, je les appelle et je regarde ce qui se passe. Moi, tu l'utilises vraiment, le MVP? Je l'utilise vraiment, ouais. Et ensuite, après avoir recueilli les résultats de ces personnes-là, j'avance avec leurs résultats pour améliorer ce que j'ai déjà fait. Donc, au lieu de mettre 100 € en publicité, je vais mettre 500. Et cette fois-ci, j'appelle plus 100 personnes, mais j'en appelle peut-être... j'appelle plus 10 personnes, mais j'en appelle peut-être 50. Quoi. Pour moi, la stratégie, c'est lancer quelque chose vite quand il y a un momentum. Là, sur les crypto-monnaies et les NFT, tu as dû être contacté aussi pas mal de fois là-dessus. Oui, on en fait beaucoup, ouais. Ah, voilà. Nous, on a lancé et on a aidé pas mal de projets à se développer ou faire des smart contracts et autres. Mais il y a certains projets où j'avais pas les outils que j'ai maintenant, où on aurait refusé catégoriquement parce que ils se sont lancés très vite. Mais en voulant se lancer très vite, ils faisaient aucune communication. Ils allaient juste se lancer pour ramener de l'argent et voir ce qu'il y a à faire ensuite. Et au final, aucun de ces projets aujourd'hui est sorti. Ben, c'est normal. C'est normal parce que la notion de momentum, faut bien analyser aussi. Quand on fait les enquêtes crypto ou NFT, parce qu'on en a fait des enquêtes de fraude par rapport à ça, on distinguait très bien nos clients qui avaient été investisseurs, ceux qui avaient été spéculateurs. Ceux qui ont été spéculateurs, il faut qu'ils assument. Puis je ne veux pas m'en occuper. Ceux qui ont été investisseurs, est-ce qu'ils ont été floués? On va regarder. On regarde le smart contract, on l'analyse.
pas moi, des gens de mon équipe. On l'analyse et puis on va regarder tout le processus, les automatisations qui ont été faites. Et, on va observer ça de près. Puis depuis, on fait des audits de smart contracts pour des projets légitimes avec des vrais cas d'usage. Notamment, le dernier qu'on a fait, c'est pour une firme québécoise, une start-up de Montréal, qui authentifie la propriété d'œuvres d'art physiques, donc de peintres, d'artistes, toutes les œuvres d'art qui sont offertes ou achetées par le gouvernement du Québec, qui sont obligés d'en acheter pour mettre dans les écoles, collèges, universités, hôpitaux. C'est une loi. Donc, chaque bâtiment public doit acheter une œuvre d'art à un artiste québécois, une œuvre d'art physique, pour encourager les artistes. Ouais, c'est super bien fait. Et ça fait 40 ans que ça existe, mais ça fait 40 ans qu'on ne sait pas où est l'œuvre, est-ce qu'elle a été transférée, l'artiste ou ses descendants, où est mon œuvre. L'hôpital dit, on l'a donnée à l'autre clinique. Ça. Donc, il a fait la fonction de base de blockchain, c'est un registre numérique. Donc, il a fait un registre sous forme de NFT pour chaque œuvre d'art. Donc, il a développé une utilisation au vrai sens du mot, donc certificat numérique de propriété. Okay. Pour le gouvernement et pour les artistes. Donc, nous, on a audité si c'était sécuritaire, non piratable, comment était fait le smart contract, il n'y avait pas même des pièges, on a audité des deux bords pour assurer les artistes, aussi notre client, puis le gouvernement. Ça correspondait à un parfait momentum, parce qu'au début, quand ils ont sorti ça, c'était le moment où les gens ne voulaient même plus entendre le mot NFT. Ouais, ils ne pouvaient plus, c'était compliqué. C'était compliqué, mais la solution était là. Ils ont laissé passer 6-7 mois, puis ils sont revenus dessus. Puis là, le gouvernement a trouvé ça moins sulfureux parce qu'il y a une épuration. Donc, les projets NFT avec une valeur compréhensible pour les gens ont été revalorisés. Ouais. Et les autres ont disparu, donc ils ont pu relancer. Donc, le momentum, c'est important. Et ce n'est pas parce qu'il y a une mauvaise période, il faut tout lâcher. Il faut être vraiment alerte et voir si ça remonte. Donc, je te crois pour le momentum. Je te crois pour un produit de démonstration, oui, qu'il faut vraiment utiliser après. Mais tu as compris dans ma question que les stratégies trop sophistiquées, je n'y crois pas, parce que là, je suis en train de le vivre là. Finalement, en bout de ligne, je vais perdre. Mais ça ne peut pas être une catastrophe forcément, alors que j'ai fait n'importe quoi. Après, là, c'est assez compliqué, parce que sur le jeu, il y a un truc que je n'ai pas maîtrisé quand j'ai eu cette idée, c'est l'évolution. Vu qu'on échange beaucoup et j'ai encore 2 ou 3 questions encore, le fait de jouer en même temps, ça peut prendre du temps. Et j'avais défini 1 heure, je sais qu'on l'a bien déplacé. Donc là, tu es inquiet que le jeu prenne trop de temps. Et oui, ben, c'est ça. C'est ça. Quelle solution vas-tu mettre en place? Je te regarde en direct, faire face à une gestion de crise. L'avantage. Et de rebondir. J'ai remarqué que tout le monde rebondit dans les podcasts. Ah, je dis jamais ça. Non, mais pas toi, mais d'autres. Hein. Je vais rebondir ce que tu as dit, je rebondis ce que tu as dit. Ça fait rebondir sur, mais c'est quoi ça? Les gens aiment bien rebondir sur les autres. C'est ça. Non, après, moi, j'ai un truc que j'ai remarqué chez moi, c'est la partie créativité. Oui. C'est, tu me mets dans une situation, il y a un problème, en quelques minutes, c'est un peu du MacGyver, si tu veux. On vous regarde, vas-y, règle-moi le problème de ça. Là, moi, vu que ça prend du temps, c'est simple. À chaque fois que maintenant on va poser un pion, non seulement il y a la première règle qui reste, qui élimine automatiquement le bateau, mais non seulement à chaque fois que le pion est posé, ça fait un carré autour. Ouais, c'est carré-croix élimination. Ah bah cette fois, ça veut dire que... C'est un quart de la surface. C'est ça, que ça avance encore bien, tu vois. Tu sais ta solution, c'est la fin de la Deuxième Guerre mondiale au Japon et c'est Hiroshima. Non, mais c'est vrai. Parce que les Américains ont fait le calcul. Prendre le Japon, ça va être long. Puis ça va être petit bout par petit bout. C'est ça. Petite île par petite île. Donc la stratégie, ça va être de atomiser pour faire avancer le podcast, tu comprends? Tu vois qu'on a même le nom et le titre du podcast maintenant. Ouais. On a atomisé la bataille navale. Mais je vais considérer que c'est un vrai tir. C'était un vrai tir pour ceux qui étaient en bas, oui. Donc du coup, c'est un H9 pour moi. Parfait. Donc H9, il n'y a rien dans le carré. Ah, tant pis. Oui, H6. Dans H6, tu as le I6 et le I5. De mon côté, je vais aussi dire E2. E2, il n'y a rien. Mais à côté, E1, il y a quelque chose, ouais. Et c'est tout. Ah, le carré. Ah ouais, le carré, ben non, il y a le D1. Ah oui, voilà, ouais. T'es rassuré? Bah ouais, c'est qu'en fait... Ah bah il y a aussi le F1 d'ailleurs, parce qu'un carré ayant une forme carrée, ça... Eh ben, vu qu'à chaque tir, on tombe un bateau, moi, il faut savoir que tu m'as tombé un bateau aussi. D'accord. Tout à l'heure, de I
I3 à I6. Donc voilà. Et là, je t'ai tombé un bateau aussi également, du coup. Il te reste combien de bateaux là? Moi, il en reste 2. Ah ben, moi aussi. Mais il y en a un que t'as touché, que t'es jamais revenu. Ouais, je sais, pas là-bas, là. Ouais. T'avais rien noté, peut-être. Non, j'ai rien noté. Ouais, il me reste plus qu'un. Et c'est le plus chiant en plus. Comme tous les petits. Mais finalement, est-ce que c'est pas ça qui est bien? Plus t'es petit, plus t'es tranquille. Ou pas? C'est vrai que dans le monde des affaires, ça se peut que tu passes inaperçu quand tu es petit, mais le but de la vie n'est pas de passer inaperçu. Donc, Oui. non, je ne pense pas que ça fait un bon raisonnement de dire plus on est petit, plus on est tranquille. Tranquille de quoi? Personne ne veut être tranquille. Moi, j'aime ça, communiquer sur mon travail et mon métier. Au Canada, je pense, je suis un des seuls enquêteurs privés qui passe sur des podcasts, qui communique beaucoup sur LinkedIn, enfin, relativement sur LinkedIn. Et je le fais parce qu'il n'y a aucune raison de ne pas le faire. J'aime ce que je fais. Je ne crois pas du tout dans l'idée qu'il faut rester discret à tout prix pour être efficace. Si je veux être discret, je vais l'être. Je sais encore me déguiser s'il faut. Je le fais moins parce que je vieillis, puis j'en ai un peu marre. Mais Tu te coupes les cheveux? Oh oui, puis je me transforme en d'autres personnages s'il faut, mais je ne vois pas pourquoi je m'abstiendrais de communiquer sur un métier que les gens ne connaissent absolument pas, parce qu'il y a beaucoup de clichés. Les gens pensent qu'on s'occupe principalement d'affaires privées et conjugales. Dans notre cas, c'est non. On ne s'occupe que de corporatifs. On est quand même pas mal techno. Hein. Mon équipe, c'est des jeunes de 22, 23 ans qui sont des white hats, des pirates. Et puis, j'ai des policiers plus âgés ou de ma génération pour d'autres types d'enquêtes. Mais on est quand même une petite agence, mais une agence vraiment, on fait des enquêtes crypto, NFT, on fait des enquêtes reliées au Web3, au monde des affaires, on fait de l'OSINT, on fait des choses traditionnelles aussi. Donc, je le communique, je le dis autour de moi. Et puis, je sais que je suis observé par des grosses agences. Je sais parce que des fois, ils m'appellent. Pourrais-tu faire ça pour nous en sous-traitance? Coucou. Ouais. C'est ça, ouais. Pourrais-tu faire ça pour nous en sous-traitance sur un gros mandat? Et puis en général, non, ça va pas plus loin que ça, puis ça m'empêche pas de vivre, là, c'est ça. Je sais que tu es préoccupé par ton jeu, là. J'aimerais bien faire une mort subite, tu vois. Ben, je sais bien, ouais. Tu pourras pas la boire, celle-là, comme les bières belges du même nom. Ah, c'est vrai qu'il y a ça. Ouais. Pour la mort subite, j'ai peut-être une idée. Mhm. Ce que je propose, c'est que le prochain tir, il déglingue Le jeu. 6 lignes. Il déglingue 6 lignes à droite ou 6 lignes à gauche. Ouais, c'est ça. On est dans. Voilà, on augmente la puissance nucléaire. Là, voilà. C'est ça. Et en fait, ce qu'on va faire, Ouais. c'est on va le dire en même temps. Comme ça, il y en a forcément un sur les deux qui, normalement, va en toucher un. Et si on touche tous les deux, ben, on finit sur une égalité. OK, c'est parfait. Donc, on va le dire en même temps. C'est sûr que si je te dis 5 et qu'on fait tout à droite et toi 5 tout à gauche. Ok, ben moi, je vais dire 7. C'est ça. Ah ben effectivement, si c'est 7 à droite, ben, si tu atomises l'océan Pacifique, tu la gagnes la bataille navale, c'est sûr. C'est sûr. Moi, tu m'as fumé en G2 et G4. Ben oui. Mais tu vois, la référence à Hiroshima et Nagasaki, c'est exactement le raisonnement qui a été tenu. À quelques détails près. Parce que ça, c'est l'histoire qui dit que pour économiser des morts, il fallait accélérer le processus en 1945 par la guerre nucléaire. Je pense que c'est vrai. Et ça n'empêche pas qu'en même temps, il faut la tester, la bombe nucléaire, pour plus tard. Ça, c'est vrai aussi. Parce que les gens pensent que dans le renseignement, ou en histoire, ou en économie, il y a toujours une explication. Mais des fois, non, il y en a plusieurs en même temps. Et puis, il y a le moment de la réaction, puis des émotions. Donc, je pense qu'on a vécu les inquiétudes, les préoccupations des généraux américains qui n'arrivaient pas à finir parce que ça n'en finissait plus, puis il fallait respecter un timing. Donc, à la fin, on explose. Tu sais que ça fait une transition, mais parfaite. Mais tu l'as fait sans le vouloir. Tu parlais de Nagasaki et d'Hiroshima. Oui. Je te présente 2 petites bombes très sympathiques qui sont des shots de gingembre. Donc ces shots de gingembre, moi j'en prends quotidiennement parce que j'adore ça. Ça me fait du bien aussi, ça réveille et ça évite de prendre du café aussi le matin pour vivifier. Eh bien écoute, maintenant que les boissons sont ouvertes, je te propose de passer à la dégustation. Donc on va la boire et ensuite je vais te poser une question. Déguster. Une bonne dégustation. On va se checker. On va se checker quand même à la tienne. Okay. Et puis allons-y. C'est très bien. Bah, C'est étonnamment. parfait. J'aime beaucoup ça. Eh ouais. Mais t'es pas surpris, t'es habitué à ça. Bah non, mais en vrai, ça va. Mais d'après tes yeux, t'es un peu surpris. Mais Non, parce qu'en fait, j'ai un aft. Ah, OK. Ça m'a Non, détendu non. l'aft, par contre. Ouais. Oui, j'imagine que oui. Oui. Il est juste là sur le devant de la lèvre. Je trouve ça redoutablement excellent.
Par contre, l'AFT, ça paye un peu, ouais. Ben, ça va le surmonter. Ouais. La question que j'avais, c'est quand on a fait la proposition du podcast, est-ce que tu as fait des recherches sur ce que je faisais? Non. Non. Ok. Non. Donc tu es venu sans savoir ce que je faisais ou quoi que ce soit? Un peu quand même, oui. Au minimum, ouais. Oui, bah, ça dépend où on met le curseur pour les recherches. Voilà, mais du coup, ouais, Donc, je voulais savoir. j'ai un podcast que je sais à qui j'ai affaire, qui tu fréquentes, t'es cautionné par qui et qui, Ok. t'es référé par quelle personne, qu'est-ce que les gens disent de toi, Ok. dans quel business tu es, qu'est-ce que tu publies sur LinkedIn, comment les gens réagissent à ce que tu publies. Pour moi, ça, c'est pas des recherches. Ouais, c'est serrer la main. Ok. Ça, je l'ai fait. Ouais. Ok. C'est un réflexe naturel, oui. Puis c'est bon pour les affaires. Puis il faut que je prêche pour ma paroisse aussi. Moi, j'essaie d'éduquer nos clients à faire des enquêtes de réputation numérique négative à titre de précaution préalable, le faire de manière détendue et bien faite, sans vouloir tout surveiller, sans être paranoïaque. Mais quand on fait un podcast, tu sais, il y a un concept qui est le concept de contamination de réputation. Oui, j'en ai déjà entendu parler. Ouais. Donc, il faut aussi s'assumer. Hein, il faut se dire, cette personne m'intéresse, elle me paraît sympathique, je pense qu'elle l'est, j'y vais, c'est parfait, puis j'assume quoi qu'il arrive. Mais ce n'est pas une raison non plus pour ne pas vérifier, parce qu'il y a le célèbre proverbe, la confiance n'empêche pas le contrôle. Ouais, c'est vrai. Il y a juste milieu à trouver. Ok. Et la deuxième question, est-ce que tu as déjà eu une très grosse situation de stress que tu as rencontrée? Oui, mais c'est du direct parce que je vois la situation, je la visualise, ouais. Et le stress, je l'ai là, précisément. Ok. Au même moment. Parce que... Après, tu as le gingembre aussi. ouais, ça excite de base. Non, je l'ai à chaque fois. Quand j'ai vécu, c'est une situation qui remonte... c'est justement ma seule heure de gloire. C'est relié à ça. Ok. Ça a duré 30 secondes. J'ai pas eu peur sur le moment, mais après, oui. Et on parle de 1992. Ok. Il y a 29 ans. 30 ans. Ah oui. 31 ans. Quand j'y pense, les jambes tremblent. Ok. Mais sur le moment, j'ai pas eu peur. Que j'étais dans l'action. Puis je savais quoi faire et dans quel ordre. J'ai fait ça vraiment mécaniquement. Après, retour sur expérience, rétax, retour sur opération, rétop, enfin dans l'autre ordre. À chaque fois que j'y pense, je la ressens. Que je me dis, je suis passé à côté de quoi? Comment ça se fait que ça a marché? Okay. Mais ce stress-là, il est énorme. Puis, ça se ressent. Ce que j'en retiens comme leçon, parce que c'est ça que tu veux savoir finalement, c'est que l'action préserve. L'action préserve. Toujours. Sans réflexion ou... De toute façon... t'es mieux d'être préparé, hein, c'est ça. Que, dans ce que je vivais, j'avais pas de droit à l'hésitation. Il fallait que ce soit près dans ma tête quoi faire, puis que je fasse le geste. J'ai tué personne. Hein, non, mais ça m'aurait pas. Enfin, moi, je suis pas la personne qui peut être surpris sur ça, mais. Non, voilà. mais faire le geste, ça peut être mal interprété, mais il fallait que je prenne une décision que j'ai fait. Mais si je l'avais pas fait, c'est là que j'ai le stress quand je pense à ça. Donc la réponse est oui, mais la leçon à en tirer, c'est que l'action préserve. C'est comme les sables mouvants. Hein. Non, c'est l'inverse des sables mouvants. C'est ça. Mais comprend que le fait de... Ouais, c'est le contre-exemple, le seul que tu ne l'as pas nommé. L'inertie est mortelle, en tout cas. C'est vrai en affaires, c'est vrai dans toute chose. Ok, bah écoute, je te remercie en tout cas d'être venu sur ce podcast. Merci à toi. Où est-ce que les personnes peuvent te suivre, te contacter pour faire appel à tes services? L'agence s'appelle Sax, S-A-R-X, sax.net. Sax, en grec ancien, ça veut dire être dévoué coréen. Donc l'agence est au Canada, mais elle est sans frontières. Et contrairement à ce que les gens pensent, puis tu l'as validé plus tôt, surtout en cyber-enquête, c'est très abordable. Et ça permet donc de faire face de manière préventive ou malheureusement après une situation, à beaucoup de situations pour monter un dossier crédible, solide, sourcé, documenté, hors de tout doute. Ok, merci encore pour toutes ces infos. Je pense que la plupart des gens vont adorer cet échange et plein de valeurs. Et puis, ben voilà, on est resté sur un joli 50-50 qu'on aura l'occasion de remettre, mais pas avec une bataille navale. Merci. Merci encore à tous d'avoir suivi ce podcast. Pour toutes les personnes qui nous regardent, vous pouvez laisser un commentaire sur la prochaine personne que vous aimeriez voir ici. Et en attendant, je vous invite à aller suivre les réseaux sociaux de Philippe. À très bientôt. Il m'a arraché l'AFT. C'est vrai? Ah ouais, c'est normal. J'ai pas pensé sur le coup. Oui, l'AFT, c'est pas pareil. Non.
que moi, ça s'est bien passé parce que j'avais pas de blessure.